Je pense qu'il fallait qu'il soit réalisé dans la plus grande clarté. Et ben, ils sont là ce soir. Donc, vous voyez, les engagements qui ont été pris ont été tenus. J'ai souhaité également que ça vous permette d'avoir une vision, une photographie exacte de l'état actuel des ports, des ports, par l'audit. Alors, c'est pas une réunion question-débat, qu'on soit clair, hein, c'est une réunion d'information. Bon, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une ou deux questions qui soient posées, mais qu'on soit bien d'accord à la base, hein, on vous présente, les auditeurs vous présentent, moi je suis comme vous, je vais les découvrir en même temps que vous, donc on vous présente les audits. Et puis une fois que les audits seront présentés, comme il se trouve que les comptes 2022 sont pratiquement, je dirais, arrêtés au niveau de la SPL, je vais profiter que tout le monde soit là pour que Marina Guillardina, qui est administratrice, vous présente également les comptes, les comptes et les résultats, qui vous donnent un certain nombre d'informations sur les résultats, sur la gestion, un certain nombre de décisions qui ont été prises, qui ont amené à des décisions à la fois dans le cadre des ressources humaines et des finances, qu'elle vous les présente, sachant que le commissaire aux comptes n'a pas encore rédigé son rapport et qu'il le fera, je crois, au plus tard fin mai, si ma mémoire est bonne, ou fin avril. Enfin bon, bref, il n'a pas encore rédigé. Mais néanmoins, j'ai trouvé qu'il était normal, puisqu'on était tous ensemble et qu'on parlait de la SPL, que vous puissiez avoir toutes les informations. Donc voilà, moi j'en ai fini pour le chapeau. Donc maintenant, je vais vous donner la parole et on va vous écouter avec attention. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais me présenter, Damien Levallois, le responsable technique de la société Acoste, basée en Bretagne. On est spécialisé dans l'évaluation structurelle des ouvrages maritimes. Alors, pourquoi est-ce qu'on est intervenu à deux bureaux d'études? Parce que nous-mêmes, on est spécialisé vraiment dans la structure, et Acrine est un bureau d'études complémentaire à notre travail, qui est spécialisé vraiment dans la modélisation de la houle et dans le dimensionnement des ouvrages maritimes, et notamment des digues. Alors, nous sommes intervenus 3 fois sur les ports de Menton. Une première fois, c'était en 2018, où on nous avait demandé de faire un focus sur l'état de la digue du large, sur Menton-Guéravent. Et nous sommes réintervenus 2 autres fois, donc en 2020 et en 2022, dans le cadre d'une mission plus large, où on a regardé l'ensemble de l'état de tous les ouvrages constituant ces 2 ports. Donc je vais vous donner un petit peu un descriptif de notre méthodologie pour que vous sachiez comment est-ce que cet audit a été réalisé, pour arriver assez rapidement aux principaux résultats. Donc dans notre méthode, en fait, la méthode qu'on met en place, déjà, c'est une méthode qui a été développée par le CEREMA. Je ne sais pas si chacun connaît le CEREMA. Donc c'est l'organisme public qui concentre le développement technique, la connaissance technique en France. Donc cette méthodologie-là, c'est pas nous qui l'avons développée, c'est vraiment quelque chose qui est éprouvé et qui sert à l'évaluation des ouvrages d'une manière générale, hein, des ouvrages continentaux, des ponts, des ouvrages d'art, mais également des ouvrages maritimes. Donc dans l'idée, on arrive sur un patrimoine portuaire et pour en avoir une bonne connaissance, on commence par le structurer, donc le découper en ouvrages pour savoir de combien d'ouvrages on dispose sur un patrimoine. Une fois qu'on a fait cette structuration, on va aller sur le terrain pour évaluer avec une méthodologie, des critères qui sont bien définis, l'état de chacun de ces ouvrages. Et une fois qu'on a la connaissance de l'état de chacun de ces ouvrages, on va faire un plan d'action pour que le gestionnaire puisse avoir une vision à moyen et long terme sur les actions à mettre en œuvre sur l'ensemble de son patrimoine. Donc rapidement, en fait, cette évaluation, elle se base sur 3 piliers. Donc dans un premier temps, pour pouvoir prioriser nos actions, on a besoin avec le gestionnaire de définir une valeur stratégique à chacun des ouvrages, et en parallèle de ça, sur le terrain,
on va aller regarder l'état mécanique de chacun de ces ouvrages. Donc si vous voulez, le croisement de l'importance stratégique d'un ouvrage, vous avez des ouvrages qui sont hyper stratégiques, notamment les ouvrages de protection contre la mer, d'autres ouvrages qui le sont beaucoup moins, ça peut être des terre-pleins délaissés ou alors des pontons qui ne servent pas beaucoup. Ça donne une première hiérarchie dans l'importance des actions à réaliser. Et donc la deuxième évaluation, c'est une évaluation mécanique, où là on prend en compte l'état des structures et l'état de tous les équipements. Et le croisement de ces deux indices va nous permettre d'établir une programmation et des priorités dans les actions à venir. Donc pour la structuration, la définition au sens de la méthode du CEREMA d'un ouvrage, est rattaché à une fonction, c'est-à-dire qu'une digue protège contre la mer, un ponton va recevoir des bateaux, on va avoir des darses de levage qui vont servir à la réparation. Donc la définition d'un ouvrage, c'est sa fonction, à savoir que quand l'ouvrage est détérioré, c'est la fonction qui est détériorée, donc c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Donc pour le port de Garavan, on a recensé 42 ouvrages. Pour le vieux port, on en a recensé 26. Donc une fois qu'on a structuré ces patrimoines au sens ouvrage, techniquement, on va découper tous ces ouvrages en structures, sachant que nous, on a des indicateurs qui nous permettent de savoir comment un pieu se détériore, comment une dalle se détériore, comment tous les éléments qui composent un ouvrage se détériorent. Et donc, on va découper chacun de ces ouvrages en objets dont on connaît les fonctionnements mécaniques et dont on va pouvoir déterminer les pathologies qui leur sont propres. Bon, première évaluation, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une évaluation stratégique. Donc ça, cette évaluation, elle se fait dans un échange avec le gestionnaire. Et on a 4 critères, 4 niveaux d'évaluation. Le niveau 1, c'est un ouvrage qui est très stratégique. La question qu'on se pose, c'est si cet ouvrage n'existe plus, s'il est détérioré, qu'est-ce qui se passe? Donc on comprend bien qu'une digue, s'il lui arrive une ruine partielle, les conséquences sont pas terribles pour le reste du port. À l'inverse, un ouvrage de niveau 4, c'est un ouvrage dont on ne se sert plus ou qui n'a pas vraiment d'utilité, avec les 2 niveaux intermédiaires, niveau 2 et 3. Donc les critères d'évaluation, c'est évidemment la sécurité des biens et des personnes, ça peut être les critères d'exploitation, ça peut être des critères patrimoniaux. Il y a différents critères. Donc dans un échange avec le gestionnaire, on arrive à donner un premier relief à l'ensemble de vos ouvrages. Donc là, je prends l'exemple du port de Garavan, où on voit de manière assez visuelle quels sont les ouvrages qui sont les plus importants. Donc les digues, les quais ou les bateaux de plus grosse taille sont là. Ce sont des ouvrages qui ne peuvent pas être substitués. Voilà, en gros, ce que ça donne sur le port de Garavan et ce que ça peut donner sur le vieux port. Donc une fois qu'on a donné ce premier relief à l'ensemble de ces ouvrages, on va aller sur le terrain et donc on va aller regarder l'ensemble de tout ce patrimoine sous toutes les coutures. Donc on va faire une inspection visuelle en extérieur, en flottaison sous les pontons et sous les quais, et en immersion pour aller voir ce qui se passe principalement au pied des ouvrages. On peut avoir des pathologies assez importantes à ce niveau-là. Donc on regarde vraiment l'ensemble des structures sous toutes les coutures. Donc ça nous a pris sur un patrimoine comme le vôtre, on est en binôme et ça nous prend à peu près 2 semaines. Donc cette évaluation, cette inspection sur site, elle nous permet de donner un deuxième niveau de notation, toujours noté de 1 à 4. Les ouvrages de niveau 1 sont des ouvrages très détériorés et qui peuvent présenter un risque de ruine à très court terme. Les ouvrages de niveau 4 sont des ouvrages de très bonne qualité qui ne présentent aucun désordre apparent, avec les niveaux intermédiaires 2 et 3. Donc là, on voit par exemple que sur le port de Garavan, on a 2 ouvrages qui sont notés au niveau 1, donc avec un risque de détérioration important. Je reviendrai là-dessus plus tard.
Sur le Vieux-Port, on a une qualité relativement homogène des infrastructures. On est entre, alors le orange ne ressort pas très bien, mais on est entre le niveau 2 qui sont des ouvrages qui présentent des désordres, mais sans risque immédiat, et le niveau 3 avec des petites pathologies, mais pas très importantes. Donc pour en revenir aux principaux désordres, ce qui est le plus marquant, notamment sur le port de Garavan, ce sont donc des désordres qui ont été notés au niveau 1 et qui concernent d'une part le quai nord. Alors pourquoi le quai nord? C'est la photo qui est en haut à droite. C'est parce qu'on repère un début de basculement du quai. Alors sur la photo on ne le voit pas très bien, mais en gros vous avez le couronnement du quai, la partie supérieure qui est en train de s'avancer vers la mer. Et tant qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que cet ouvrage se bascule vers la mer, on le classe à ce niveau-là, sachant que ce désordre-là est peut-être là depuis 20 ans, auquel cas ce n'est plus un désordre, mais pour en être sûr, il faut faire des investigations complémentaires, il faut faire des essais en géotechnique pour essayer de voir si ce désordre est stabilisé ou pas. Donc niveau 1, ça veut dire mise en sécurité immédiate, ça veut dire que dans un premier temps, on demande au gestionnaire de ne pas venir autoriser des camions et des voitures à se garer en bord de quai, auquel cas il pourrait y avoir une bascule et puis bon, les conséquences qui vont avec. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas concerne la digue du large, où on a notamment vu en pied d'ouvrage des très grosses cavités. Donc imaginez que la photo en haut à gauche représente les pieds de quai. Ces espèces de gros blocs en béton qui supportent le quai sont assis normalement sur un ballast, donc sur des cailloux, et l'assise doit être continue. Ce qu'on observe ici, et ce qu'on observe par ailleurs sur beaucoup de digues de ce type-là en Méditerranée, c'est des creusements entre ces caissons et l'assise. Et vous comprenez bien que ces creusements, ils peuvent entraîner des fuites du corps de matériaux internes à la digue. Ils entraînent aussi des circulations d'eau internes, c'est-à-dire qu'on a les vagues de l'extérieur qui passent directement à travers l'ouvrage. Donc tout ça entraîne le matériau de l'intérieur de la digue. Donc c'est une réaction qui dans le temps sape l'ouvrage et qui peut arriver à faire ce qu'on appelle des fontis, donc un écroulement du quai ou des désordres plus importants. Donc bon, ça peut être embêtant. Et donc là, effectivement, quand on est en plongée, quand on est sur ces zones-là, on sent vraiment un courant qui sort de la digue. Donc ça prouve que cette structure est complètement poreuse et donc se détériore et peut se dégrader très rapidement à l'occasion d'une tempête. Accessoirement, quand on regarde l'autre côté de la digue, donc c'est la photo en bas à gauche, on voit que les enrochements sont pour partie désorganisés et que la digue est très poreuse. Une structure comme ça doit se répondre à certains critères de dimensionnement. Et là, ce qu'on voit, c'est que les sous-couches, ce qu'on appelle les sous-couches, c'est-à-dire les enrochements qui sont en dessous de la carapace, sont absents et créent énormément de porosité. Troisième point qui est notable sur Garavan, c'est la photo en bas à droite, qui est la photo en sous-face du quai d'honneur. En milieu marin, vous avez des sels qui sont très délétères pour le béton armé. Les chlorures pénètrent avec le temps dans le béton armé, et quand ils arrivent au niveau des armatures du béton armé, de la corrosion qui se crée, les produits de corrosion sont expansifs, éclatent les bétons, et au final on arrive à des résultats où on voit les armatures apparentes, des armatures qui ont perdu de la section. Et bon, techniquement, un béton armé, c'est pas fait pour justement avoir des armatures qui se détériorent. Ces armatures sont très importantes pour la stabilité de l'ouvrage, c'est elles qui travaillent en traction, et si elles sont amenées à rompre, le quai peut rompre lui-même. Donc ça, c'est je dirais, le troisième point notable sur le port de Garavan.
Sur le Vieux-Port, bon, on a des détériorations plus mineures, on a des défauts de connexion entre les catways et les pontons, on a des lacunes au niveau du quai Napoléon, sous l'eau, on a des cavités, mais je dirais que ce n'est pas généralisé sur l'ouvrage, donc c'est beaucoup moins inquiétant que sur Guéravant. Et on a d'autres signes de détérioration, mais qui sont plus liés à un vieillissement normal des ouvrages et qui sont quand même beaucoup moins conséquents en termes d'investissement. Donc nos préconisations, donc la dernière étape, une fois qu'on a établi l'état structurel de ces ouvrages, en fonction de l'importance de ces ouvrages, donc on croise l'indice stratégique et l'indice d'état, et là, donc là on fait un plan d'action, et là je vous commente les principales actions qu'on a demandé à mettre en place. Donc c'est les mises en sécurité, ce que je vous disais, on veut éviter que des camions viennent se garer en bord de quai du quai nord pour éviter les basculements. Donc ça c'est une action qui ne coûte rien, hein, c'est simplement un balisage à mettre en place. Sur le quai sud, on a demandé, donc suite à ce que je vous ai expliqué là, par rapport au risque de cavité dans le quai de la digue, on a demandé à ce que pendant les épisodes météorologiques importants, pendant les tempêtes, il y ait des interdictions d'accès sur la digue parce qu'on peut vraiment avoir des problèmes structurels qui pourraient être dangereux pour les personnes. Donc ça, c'est les mises en sécurité immédiate, c'est vraiment les actions de premier niveau qu'on demande à mettre en place, qui ne demandent pas d'investissement. Et après, dans un deuxième temps, on a préconisé de faire des travaux de grande ampleur à la fois sur la digue et sur le quai intérieur. Donc, d'une part, pour restructurer les enrochements, c'est-à-dire les enlever, les remettre en place selon les règles de l'art et remettre des gros blocs qui soient dimensionnés aux nouvelles conditions météorologiques. Vous savez que le niveau marin augmente et qu'aujourd'hui, les bureaux d'études doivent prendre en considération cette augmentation du niveau marin pour redimensionner les blocs de carapace et toute la structure qui va avec, redimensionner, surélever les murs abris qui sont en tête de digue. Et aujourd'hui, on a des règles de dimensionnement qui doivent intégrer tout ça. Et un ouvrage qui était bien dimensionné dans les années 70, aujourd'hui, ne répond plus aux normes de dimensionnement actuelles. Donc à la fois restructurer l'ensemble de cette carapace, et puis également, les deux ouvrages sont séparés, mais finalement ne forment qu'une seule structure. Le quai intérieur doit lui aussi faire l'objet de travaux importants pour pouvoir recompacter l'ensemble de ce remblai interne, pour pouvoir mettre des protections en pied de quai, notamment pour éviter que les hélices de bateaux, qui sont de plus en plus puissantes, mettent en suspension le ballast qui crée des cavités telles que je les ai montrées tout à l'heure. Enfin, il y a quelques travaux à faire pour remettre également le quai intérieur en conformité. Et dans un premier temps, les ordres de grandeur de ce type de travaux pour ce type d'ouvrage et ce linéaire d'ouvrage, la digue fait à peu près 500 mètres de long, par retour d'expérience sur d'autres ports qui ont fait ce même genre d'investissement, on estime entre 10 et 15 millions l'investissement pour pouvoir avoir une digue en bon état. Deuxième point de travaux relativement conséquents, c'est le quai d'honneur de Guéravant, où là on a effectivement une dalle de quai qui est complètement polluée par les chlorures et qui ne se répare pas puisque le béton est profondément malade. Il est imprégné d'agents pathogènes. Donc là, bon, c'est un problème qu'on rencontre très très fréquemment en milieu marin. Hein. C'est pas propre à vos infrastructures, mais là, la solution n'est pas de réparer, la solution est de remplacer. Donc là, c'est des travaux qu'on estime à peu près à 1 million d'euros. Donc en complément de ces travaux qui sont vraiment très conséquents et qui doivent se projeter, se financer sur plusieurs années, on a tout un tas d'actions qui sont beaucoup moins impactantes, mais qui relèvent de la gestion normale d'un port, des investigations complémentaires, je vous en parlais tout à l'heure, des essais géotechniques pour voir quel est l'état d'un quai,
des actions de suivi, c'est-à-dire que régulièrement, il faut faire de la bathymétrie, il faut faire de la topographie, il faut refaire des inspections périodiques pour voir comment évolue l'ensemble de ces infrastructures. Donc tout ça sont des investissements qui font juste partie du fonctionnement normal d'un port. Je vais laisser la parole à Isabelle L'Esprit qui va maintenant entrer un peu plus dans le détail, dans le dimensionnement des réparations de la digue. Monsieur, pour votre exposé, Madame. Bonsoir, donc Isabelle L'Esprit, directrice d'activité de la société Acréine. Donc nous, on a commencé par faire une topo-bathymétrie de sur l'ensemble des deux ports, afin d'avoir tous les relevés. Dans un premier temps, on a regardé en termes de sédimentation. Donc on a la passe d'entrée du port Gare-Avant les profondeurs sont comprises entre moins 2 mètres et moins 3 mètres, ce qui fait que c'est trop juste. Donc il faudrait prévoir un dragage. On voit par rapport à la coupe initiale la sédimentation qui a eu lieu au cours des différentes années. Et ensuite, il y a le boraquet du quai nord qui est à moins 2 mètres. Donc on a regardé pour évaluer un dragage à moins 3 mètres. Bon, ça c'est à voir, hein, ça dépend des unités que vous mettez sur le boraquet. Donc, alors, je suis désolé, mais... Donc sur la partie nord, le volume à draguer serait d'environ 2200 mètres cubes. Et si on voulait draguer l'ensemble du port à moins 4 mètres, ça serait plutôt 18 300 mètres cubes. Et si je reviens avant, la passe d'entrée, c'est 4400 mètres cubes à peu près à draguer. Donc ça, c'est pour retrouver des fonds, notamment pour la passe d'entrée, que les grosses unités puissent passer sans problème. Ensuite, on a regardé tous les profils le long du linéaire de la digue. Donc on a retrouvé une coupe d'origine. Ce qu'on a pu constater, c'est que le mur en tant que tel n'a pas du tout bougé, même son niveau, il ne s'est pas du tout affaissé. Par contre, on a toute la partie supérieure des enrochements qui est partie. On a le pied de digue qui s'en va aussi. Alors ça c'est un profil, hein, mais on en a tracé plusieurs. Donc on peut voir que sur certains profils, il y a un manque certain de blocs. Ensuite, on a regardé les actions hydrodynamiques pour évaluer les franchissements de la digue. Bon, là, c'est les houles au large. Il y a tout un rapport complet pour ces données. Et donc, on a regardé les franchissements. Alors, on ne voit pas très bien, mais à partir du moment où on dépasse la ligne verte, on n'est pas bon. Et là, on s'aperçoit qu'on est soit noir, soit rouge. Et donc, on a des franchissements qui sont très, très importants. Donc il faudra regarder, quitte à restructurer la digue, à essayer de voir pour faire un bassin de déversement, peut-être rehausser le mur. Donc ensuite, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que tous les tabliers des pontons qui ont été changés dans le port ont en partie été déposés au pied de la digue. Donc toutes les taches noires que vous voyez au pied de la digue, c'est des anciens tabliers des pontons. Ensuite, sur le vieux port, donc on a fait le même travail. Bon, là, en termes de bathymétrie, niveau passe d'entrée, il n'y a pas de souci. Il y a juste dans le fond du port où il y a un peu d'engraissement. Il y a de la sédimentation qui se fait, mais rien de bien grave. Et ce qu'on a pu remarquer aussi à partir des photos aériennes, c'est qu'on a des blocs sur la ligne d'eau qui ont roulé en fait. Donc on les retrouve en pied de digue. Bon, c'est pareil, c'est des travaux, on peut reprendre, essayer d'aller chercher les blocs, les remettre structurés un petit peu, mais c'est pas bien méchant. Néanmoins, il faudra faire attention. Donc effectivement, on a vu sur l'ensemble des profils qu'on a au niveau de la ligne d'eau un manque de blocs.
Donc là, on a évalué un petit peu les montants. Donc pour le dragage, on est sur du 1 430 000 à peu près. La digue du large, comme mon collègue le disait précédemment, on serait entre 10 et 15 millions. Alors moi, j'ai mis 15 millions parce que j'ai compté la rehausse du mur, un bassin de déversement, vraiment pour tenir compte de la rehausse du niveau des eaux. Et ensuite, on n'a pas évoqué les bornes, mais c'est vrai qu'il y a des bornes qui sont quand même très fatiguées sur le port Garavan. Donc si on changeait l'ensemble des bornes en faisant une gestion contrôlée, il y en aurait pour 1 150 000. Et pour le quai sud, c'est celles-là qui sont vraiment le plus endommagées. On serait sur un montant d'environ 250 000 €. Voilà pour ce diagnostic. Merci madame merci pour ces deux études. Donc comme je l'ai dit, ça ne donne pas lieu à un débat. Maintenant, s'il y a une ou deux questions que vous souhaitez poser, on va bien évidemment les prendre. Une fois encore, bon, l'objectif, c'était pas de faire un débat compte tenu à la fois de l'importance du dossier qui est présenté. Et personnellement, je ne suis pas un technicien, donc je ne poserai pas de questions. Moi, je regarderai avec attention ce qui a été présenté, et je pense qu'on peut déjà en tirer un certain nombre de conséquences, mais une fois encore, je ne ferai aucun commentaire. Est-ce qu'il y a une ou des questions qui souhaitent être posées? Monsieur Storail, Monsieur Scandola, Monsieur Storail. Oui, merci Monsieur le maire. Une question simplement technique. Vous nous annoncez des travaux conséquents suite à votre audit, qui est sérieux, très certainement. Lorsque le port a été repris en délégation de service public par la SPL, y a-t-il eu à ce moment-là un audit qui a été fait, où il a été repris en bon état de marche? Car aujourd'hui, vous, en tant que technicien, vous estimez que ces désordres sur les infrastructures remontent à un manque d'entretien depuis combien d'années? Parce qu'aujourd'hui, on va devoir payer la remise à niveau qui est de 15 à 20 millions, selon vos analyses, mais je suppose que ça s'est dégradé pas du jour au lendemain. Donc soit quand la SPL a repris le port privé, il n'y a pas eu d'audit qui a été fait, et dans ce cas-là, c'est dommage, mais en tout état de cause, elle a été repris, le port a été repris, le port privé a été repris en étant censé en bon état de marche, et conforme à une bonne utilisation, soit alors il y a eu un audit et ça s'est dégradé encore plus rapidement. Pourquoi? Et depuis quand, si vous, en qualité de professionnel, vous deviez dater justement la dégradation de l'infrastructure suite aux tempêtes, aux érosions, peut-être aussi au manque d'entretien, comment on pourrait le dater? Merci de votre réponse. On va voir si vous êtes d'accord, si les questions se recoupent de telle manière que monsieur et madame puissent répondre globalement aux questions que vous avez posées. Donc, monsieur Storail, monsieur Scandola. Non, c'est juste une question technique au sujet de la digue du port de Garavan. Vous pensez que les désordres que vous avez pu constater font suite à la tempête Adrien, ou il y avait d'autres désordres qui avaient été constatés avant? Les désordres sont... Oui, monsieur Montero. Et puis après, on a... Allez-y, non, allez-y. Oui, en fait, pour rebondir aussi par rapport à monsieur Storail, vous êtes déjà intervenu pour faire déjà un premier audit. On est d'accord. Donc, est-ce qu'entre cet audit-là et l'audit que vous faites actuellement, il y a eu justement une dégradation ou quoi que ce soit? Alors non, très clairement, ça s'est pas arrangé, mais les pathologies qui sont présentées là, c'est des pathologies très anciennes. C'est des pathologies qui remontent à plusieurs dizaines d'années. Alors, quand on commence à faire notre audit, on commence par faire une recherche documentaire sur l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver techniquement sur ces ouvrages-là. Et pour vous donner un exemple, dès 1972, il y avait des plans de relevé de plongeurs qui mentionnaient tous les affouillements en pied de digue. Donc non, ces pathologies sont anciennes, que ce soit pour la porosité de la digue, qui s'aggrave avec le temps. Alors évidemment, c'est un phénomène de sape
qui se fait sur le long terme. Mais ces pathologies-là, si quelqu'un était venu il y a une vingtaine d'années, il aurait vu à peu près la même chose. C'est vrai aussi pour la dégradation du béton armé en sous-face de quai. Ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui apparaît en 2 ans, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Maintenant, ce que je veux préciser aussi, c'est que toute la difficulté est de faire la part des choses entre ce qui relève d'un vieillissement normal d'un ouvrage, puisque effectivement, ces ouvrages-là ont une cinquantaine d'années, et c'est leur vocation, leur destin de se dégrader avec le temps. On ne peut pas vraiment faire autrement. Alors, il peut y avoir des actions préventives qui améliorent la situation, mais dans tous les cas, ces ouvrages, ils ont l'âge de leurs artères, en quelque sorte, et ça aurait été compliqué de les rénover. Enfin, on peut faire des actions, mais encore une fois, ils ont été conçus d'une certaine manière, et ça relève d'un vieillissement qui est relativement normal. Concernant la réponse suite à la tempête Adrienne, donc effectivement l'ouvrage a certainement été un peu déstructuré. Néanmoins, c'est une déstructuration qui date aussi d'avant. Et effectivement, aujourd'hui, l'inquiétude, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plusieurs tempêtes Adriennes. Et pour le dragage de la passe d'entrée, moi j'ai retrouvé des données, une bathymétrie de 2015, où on voyait que c'était déjà ensablé. Alors pas comme aujourd'hui, on a l'impression que le phénomène s'accélère un peu. Question complémentaire. Pardon. Il y a M. Novelli, Mme Père et M. Tudès. Allez-y dans l'ordre, et puis pareil, oui. Les auditeurs répondront globalement. Je pense que c'est plus simple. M. Novelli. Oui, Madame, Monsieur, vous avez évoqué que vous aviez fait un audit en 2018, donc au moment pratiquement du passage du privé à la SPL. Est-ce que le rapport que vous avez fait à l'époque a alerté déjà ce que vous venez de nous signaler? Oui, alors la première... Excusez-moi. Répondez, vous allez répondre, mais je pense que c'est plus simple, puisque les questions peuvent se recouper, que Mme Père, M. Tudès posent leurs questions, comme ça vous ferez une réponse globale. Mme Père. Oui, moi j'aurais voulu savoir si vous êtes en capacité de nous dire s'il y a des travaux qui ont été faits avant 2018. Est-ce que vous êtes capable de chiffrer dans le temps quand ont été faits ces travaux? Alors, à ma connaissance... Excusez-moi. Fait évidemment quand la SPL a pris en main la gestion du port, c'est un audit, c'est celui du 22 janvier 2018 que vous avez réalisé. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a eu en octobre 2018 la tempête Adrien, puis en octobre 2020 la tempête Alex, qui n'ont pas, c'est évident, vous l'avez dit, arrangé les choses. Les travaux qui ont été faits ont consisté essentiellement en la mise en protection de la jetée sud de Garavant qui, sous le coup de ces 2 tempêtes successives, avait carrément été ouvert en 2 et qui a été pendant très longtemps interdit à la circulation. Et les travaux de confortement et de réparation ont été faits à cette époque-là. Voilà. Depuis le temps, bien entendu, vous l'avez dit, c'est un outillage qui a l'âge de ses artères, 50 ans. La corrosion, effectivement, se vérifie au cours d'un audit, mais je ne pense pas que les opérations de maintenance habituelles faites par le personnel du port, qui soit de la société privée, qui soit de la régie municipale en 2017, qui soit de la SPL à partir de 2018, permettent de mettre le doigt sur ces problèmes. La question que je me pose, c'est de savoir si, concernant la jetée sud de Garavant, lors de vos investigations, est-ce que vous avez retrouvé trace des évents qui, normalement, sont là pour éviter les surpressions entre l'extérieur, les coups de mer et l'intérieur du plan d'eau? Alors les évents sont en place pour partie bouchée, mais les évents sont bien visibles, oui. D'accord. Et par rapport aux conclusions de notre rapport de 2018, on est à peu près dans les mêmes termes. Clairement, ce qu'on a dit en 2018, on le reprend en 2020 et en 2022. Pardon ? Non, globalement, c'est le même constat. Alors, Monsieur Alarcon, puis après, moi, je poserai une question. Oui, moi, je voulais vous demander, donc,
vous avez forcément fait ce genre de technicité sur d'autres ports, à la demande d'autres clients. Nous, étant administrateur du port, on a eu aussi des contacts, des gens de divers organismes qui nous ont dit que dans des situations similaires ailleurs, notamment de mémoire, je crois, le Saint-Jean-Cap-Ferrat, quand ils ont rendu du privé au public, il y avait eu un port rendu dans un état très satisfaisant. Donc ça sous-entend que les gens, à l'époque où il avait, pouvaient faire des travaux avant de le rendre aux futurs délégataires. Oui, tout à fait. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat avait pris l'option de refaire des travaux très importants. Maintenant, c'est un arbitrage entre les travaux qui sont investis et la possibilité de reprendre la gestion derrière le port. C'est légitime de la part d'un gestionnaire de faire des travaux d'entretien, mais on ne peut pas demander à un gestionnaire qui quitte la gestion d'un patrimoine comme ça de refaire une digue à neuf, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu dur. Hein. C'est comme prendre une voiture de location neuve et puis de devoir la rendre neuve au bout de 200 000 km. Quoi. Moi, je voudrais poser une question qui est simple, et à mon avis, je dirais que tout le monde doit se poser simplement. Donc, quand il y a eu transfert, puisque la loi le faisait avec un passage rapide en régie, mais transfert, et que le port, qu'on réceptionne un port, enfin nous, ou un port, comme vous faites l'exemple d'une voiture, un outil, on juge, et c'est normal, dans quel état on le récupère. Tout le monde sait que quand on rend une voiture en location avec une option d'achat, avant qu'on nous donne le montant, on vérifie dans quel état elle est, et ce qui est tout à fait logique. Donc ma question, elle est très claire. Vous avez fait, donc l'audit le plus ancien date de 2018, c'est ça? Oui. Vous avez fait donc un audit. Moi, ma question est simple. Est-ce que, quand le port a été repris, est-ce que ce port a été constaté dans l'état où vous nous présentez aujourd'hui, même si en effet les tempêtes n'ont rien arrangé, c'est évident. Moi, les échos que j'ai, mais une fois encore, je m'adresse aux spécialistes, c'est qu'on a considéré que ce port était en bon état quand on l'a repris. Donc moi, dont on était de nombreux élus à faire partie d'un conseil municipal, on nous a dit, bon, le port est en bon état, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on ne l'aurait pas cru. Moi, quand j'entends ça, j'émets quelques doutes, si vous voulez, hein, mais bon, j'arrête là. Je veux simplement signaler à tout le monde que c'est un secret qui est de polichinelle, si je peux dire, puisque au mois de juin 2021, un certain nombre, je dirais, d'actions ont été demandées par le procureur de la République sur la SPL. Elles ont été effectuées. Je n'étais pas à l'époque maire, donc je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Simplement, entre-temps, je suis devenu, et j'ai donc demandé que tous les rapports, comme on me l'avait également demandé, que tous les rapports de 2018 sur l'état du port et l'état dans lequel il a été accepté et les états, comment dire, de discussion entre le cédant et le repreneur ont été envoyés à monsieur le procureur de la République pour qu'il ait tous les éléments pour pouvoir en faire usage ou non. Donc ça a été transmis au procureur de la République. Voilà ce que je voulais dire. Alors par rapport à l'état, non, on ne peut pas considérer que le port ait été en bon état en 2018. Maintenant, je veux quand même préciser en disant que dans le domaine de la construction, les normes de construction aujourd'hui donnent une durée de vie à un ouvrage. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que au bout de 50 ans, cet ouvrage devait être dans cet état? Alors les digues, il n'y en a pas de pareil, il y en a qui sont plus ou moins exposées. C'est pas évident de faire des comparaisons directes, mais je dirais que non, la digue n'est pas en bon état, mais oui, c'est normal que la digue ne soit pas en bon état. Des travaux, encore une fois, auraient pu être faits, mais les travaux qui ont été faits suite aux différentes tempêtes, c'est en fait les pressions dans une digue poreuse qui éclatent le revêtement de chaussée, qui font vraiment un souffle. Vous parliez des évents, et les évents sont là pour libérer ces pressions-là, mais c'est des choses qui sont très difficiles à dimensionner.
qui en partie se bouchent, et là effectivement une partie des évents étaient bouchés, ils auraient pu être débouchés, ça aurait certainement amélioré les choses, mais tout ça c'est des choses qu'on rencontre ailleurs sur d'autres digues, et avec le temps c'est normal. Donc refaire un enrobé et une couche de voirie sur une digue qui est poreuse et qui a des souffles à l'intérieur, bon, bah, c'est faire des pansements, mais ça ne restructure pas la digue en profondeur. Et c'est normal aujourd'hui qu'au bout de 50 ans, les ouvrages de génie civil sont dimensionnés pour partie pour une durée de vie de 50 ans, d'autres, les ouvrages majestueux, les grands ponts pour 100 ans, les tunnels pour 100 ans. Mais 50 ans, c'est une durée de vie normale, et la durée de vie est définie, c'est une durée pendant laquelle l'ouvrage est apte à sa fonction sans faire de gros travaux ou sans devoir être remplacé. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'un ouvrage comme ça arrive à la fin de sa durée de vie, donc des gros travaux doivent être entrepris, et ça, c'est normal. Attendez, alors, il y a trois. Après, parce que le timing aussi, on va respecter. Alors, ceux qui n'ont pas posé de questions, donc Hervé Vialonga qui n'a pas posé de questions, il y a Jean-Christophe Storail qui veut réintervenir, Anthony Malavoie avant parce qu'il n'a pas posé de questions, Cédric Montero, puis après on va laisser répondre, enfin, une fois qu'on aura les questions en global, et puis on clôturera pour rester dans le timing du Conseil. Donc Hervé Vialonga. J'ai connu un port professionnellement dans le coin, et en fait, l'entretien des évents, la surveillance des évents, c'est quelque chose qui faisait partie de la gestion courante. C'est normal. Donc je veux dire, ma question, c'est est-ce que là, vous pensez, est-ce qu'on sait s'il y a eu une gestion des évents, parce que c'est une chose très importante, hein. Est-ce que vous pensez que ça a été fait, et est-ce que vous pensez surtout que c'était géré, qu'il y avait un programme de vérification des évents? Alors, à ma connaissance, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu effectivement de programme de maintenance et un suivi de ces ouvrages. Voilà. Mais encore une fois, malgré tout, ça n'aurait pas changé profondément les choses. Mais non, à ma connaissance, non, il n'y a pas eu ces entretiens-là. Ah pardon, Monsieur Malvaux, avant, excusez-moi. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Non, juste pour rebondir sur votre chiffrage, donc vous parliez d'une durée de vie d'une digue allant jusqu'à 50 ans. Si demain vous êtes le prestataire pour ces travaux, j'imagine qu'il y a un cahier des charges, il y aura un suivi de votre part qui sera inclus dans ces 10 à 15 millions d'euros. J'estime peut-être que, je ne sais pas, si au bout de 3-4 ans cette digue revient dans un état tel qu'on l'a vécu actuellement, est-ce que le prestataire s'engage toujours à suivre cet entretien, ou il sera encore des coûts supplémentaires? Moi, ma question, c'est voilà, est-ce que cette digue, il y a une garantie derrière qui a pu se tenir encore 50 ans, ou est-ce qu'on va encore faire supporter au Mentonnet peut-être un coût de surplus de 10 à 15 millions d'euros? Et juste une dernière question, est-ce que ce projet rentre dans l'action de prévention aussi des inondations? Voilà, merci. Alors, pour la première question, une digue est dimensionnée, on va dire, pour une houle centenale, avec un niveau d'eau connu. Aujourd'hui, les aléas météorologiques, on ne les maîtrise pas tous. Si on a une période de houle de 200 ans qui arrive, vous pensez bien que la digue, effectivement, ne tiendra peut-être pas, sa stabilité ne sera peut-être pas assurée. Néanmoins, aujourd'hui, dimensionner une houle pour une période de retour de 200 ans, il y a un impact financier qui est énorme. Donc après, c'est un choix du maître d'ouvrage pour connaître la période de retour pour laquelle il veut qu'on dimensionne son ouvrage. Donc c'est très difficile d'évaluer un dimensionnement avec une période de retour donnée. Donc on sait faire, 100 ans on sait faire, 200 ans on saurait faire, sauf qu'après il y a quand même un coût derrière. Donc on dimensionne une houle pour 100 ans, ça ne veut pas dire que la houle n'arrive pas 2 ans après, hein. C'est pas dans 100 ans, elle peut arriver 2 ans après. Sauf que si cette houle, c'est, je sais pas moi, 120, 150 ans, on peut... Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il n'y aurait pas des coûts ou des frais 2 ou 3 ans ou 5 ans ou 20 ans après. Aïe. Ma voix sur ce coup-là va conforter la vôtre.
Lorsque le port privé a été repris, il y a certainement dû avoir, je reprends l'exemple de la voiture, hein, moi je suis locataire également à Vis ou Hertz, vous avez un état des lieux d'entrée et de sortie du véhicule. Quand vous arrivez chez le loueur, on vous fait remplir, hop, il y a une bosse là, il y a une rayure ici, et à la sortie c'est pareil. Donc moi ce que j'aimerais savoir à un moment donné, parce que il me semble que dans cette noble assemblée, le maire précédent avait dit que le port, lorsqu'il avait posé des questions, était en parfait état. Donc s'il était en parfait état, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut réclamer, et je ne remets pas en considération vos travaux, 15 à 20 millions de travaux, et je pense, monsieur le maire, qu'il ne faudrait pas exclure, si tel devait être le cas, d'appeler à la cause l'ancien gestionnaire. Parce qu'on ne peut pas tout imputer sur le compte des deniers des Mentonnais. Pour l'instant, j'impute rien à personne. Je suis comme vous, j'écoute. Je peux te dire que je peux être surpris par certaines choses, mais une fois encore, je ne fais pas de commentaires. Mais c'est clair qu'une fois que les rapports ont été donnés, que ça implique nécessairement un certain nombre de réflexions. Comme je l'ai expliqué, les documents qui ont été transmis au procureur de la République, il y a des éléments qui vont forcément être étudiés, sortir, et on aura des mesures, des dispositions à prendre, y compris certaines qu'on pourra donc bien entendu discuter également en conseil municipal. Donc maintenant c'est M. Montero, et puis après on va laisser répondre et clore, parce qu'on va arriver, si on fait un petit break de 5 minutes avant le conseil. Juste moi pour rebondir, donc si je comprends bien, sur le premier audit que vous aviez fait, vous aviez déjà estimé plus ou moins des travaux à 13 millions, déjà à l'époque, d'accord? Donc en 2018, ok. Actuellement, donc là on est à peu près une fourchette haute à 15 millions. Donc on va dire le coût des matériaux, etc., les nouvelles normes, puisque depuis les tempêtes qui ont été annoncées, donc effectivement, on est passé sur des centenaires, c'est des houles un peu plus conséquentes qu'avant, on va dire. Ce montant-là, pour moi, en fait, ça reste obligatoirement de l'entretien courant. Parce que c'est de l'entretien d'investissement. Comme on disait, vous avez le ferraillage. Ferraillage, dans une maison, si vous ne faites pas un coup de peinture, si vous ne réparez pas la petite fissure, ben, automatiquement, plus on laisse le temps passer, plus il y aura des investissements qui seront plus lourds. On est d'accord? Donc tous les investissements qu'il y a là, pour moi, c'est uniquement dû à, comme vous l'avez dit, de l'investissement courant pour entretenir et faire en sorte que la digue, les houles, on refait les enrochements, on refait le ferraillage. Donc j'entends ce que dit M. Storaille, j'entends ce que dit M. le maire, etc. sur le avant, la voiture, on prend un état des lieux avant, après. Il n'y a pas trop de différence entre le rapport que vous avez fait en fait en 2018 et maintenant. On est d'accord? Non, il n'y a pas trop de différence. Après, refaire une digue, c'est vrai que c'est un impact énorme. Maintenant, où je vais vous rejoindre, c'est effectivement, il y a des choses qui auraient pu être faites en entretien, le dragage, peut-être certains quais de reprendre, vérifier les affouillements, aller reprendre un peu les affouillements. Il y a effectivement des entretiens qui auraient pu être faits. Et puis bon, ben, la digue, a priori, elle a déjà... Mais les blocs avaient été bien dimensionnés à l'époque. Hein. Dernier mot, dernière question de Christian Cudès, et puis après, si vous en êtes d'accord, on clôturera en remerciant les deux auditeurs. Bien entendu, ces audits sont à la disposition des élus, hein, ça va de soi. Juste une précision, rappelez-vous, historiquement, la concession a pris fin le 31 décembre 2016, pardon, et toute l'année 2017, c'est la ville de Menton qui a géré les ports en régie. La SPL n'est intervenue qu'à partir du 1er janvier 2018. J'en arrive presque à une conclusion qui vous semblait évidente en tant que gestionnaire de deniers publics. Je pense que le maire précédent et la municipalité précédente se sont heurtés au même problème qui est aujourd'hui le nôtre, savoir comment trouver les fonds nécessaires pour remettre ces outillages qui sont extrêmement importants en état. Et là, le débat autour des budgets
Je pense qu'il a dû avoir lieu, et j'en suis certain, puisqu'on était tous là à l'époque, en 2018. Il va falloir l'avoir en 2023. Bien. J'espère qu'en tout cas, l'engagement qu'on avait pris de mettre, comment dire, non pas sur la table, mais en tout cas d'écouter les deux auditeurs sur les audits qui ont été faits, que vous puissiez poser un certain nombre de questions, avoir les réponses. Bon, malheureusement, on ne règle pas tous les problèmes ce soir, mais enfin, l'objectif, c'était pas ça, c'était que vous soyez informés. Donc merci, et maintenant merci à vous deux, et je vais donner donc la parole à Mme Gardina qui va vous donner quelques infos chiffrées, et puis après on fera un petit break avant le Conseil. Oui, bonsoir à tous. Merci à COST et à CRIN. Je vais donc vous livrer les premiers résultats en primeur, des résultats encourageants concernant les ports de Menton. Je vais lire le communiqué. Lors du conseil d'administration du 13 mars 2022, le président, Mathieu Messina, et l'ensemble des administrateurs représentant la ville de Menton ont arrêté les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 de la Société publique locale des ports de Menton. Donc à cette occasion, ils ont pris acte d'une augmentation du chiffre d'affaires de la société de plus de 500 KE par rapport à l'exercice précédent, d'un résultat d'exploitation en progression de 536 KE, d'un résultat net comptable en progression de 420 KE, d'une trésorerie de 1 953 000 € en hausse par rapport à l'exercice précédent et d'une augmentation des capitaux propres supérieure à 2 fois le montant du capital social. Donc ces résultats très encourageants ne traduisent que partiellement les effets du changement de gouvernance, je vous le rappelle, intervenu à partir du mois de juin 2022, mais illustre déjà la pertinence des choix de gestion décidés par le conseil d'administration et son PDG. Donc il laisse présager d'une année 2023 encore meilleure par l'effet des économies qui seront comptabilisées sur une année pleine et par tous les projets qui ont été initiés depuis maintenant 9 mois. Bien, donc merci Marina. Donc si vous en êtes d'accord, on se donne 10 minutes de break avant d'attaquer notre... enfin 5 minutes et demie même, puisqu'il sera l'heure dans 5 minutes. Un petit break de 5 minutes et puis on reprend le conseil municipal. Et encore merci à nos deux auditeurs. Merci.